Donc un très bref rappel, voilà, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore très bien. En termes de mission, au niveau du GIP Seine-Aval, nos missions se portent sur l'acquisition de connaissances, le suivi et l'organisation et la bancarisation des données sur l'estuaire de la Seine, avec 3 grandes thématiques que sont tout ce qui est aspect physique, donc hydrodynamique, transport sédimentaire, la restauration écologique, ainsi que la qualité de l'eau. Et on s'appuie sur notre programme de recherche et d'études, donc le programme Seine-Aval, ainsi que bien évidemment sur notre équipe de salariés. Le GIP Seine-Aval se veut être un centre de ressources sur le fonctionnement écologique de l'estuaire de la Seine à destination des acteurs du territoire. Et dans ce cadre-là, on a également une mission de transfert et de valorisation des résultats. Dans ce cadre, on s'appuie sur différents outils et médias. Pour faire très court, je vous renverrai à notre site internet et notamment à notre nouvelle application La géographie des connaissances. Et pour répondre au mieux à cette mission de transfert des résultats, nous vous proposons un nouveau mode de communication sur un format webinaire. L'objectif, c'est de dresser un bilan des connaissances de manière très brève sur un sujet à destination de personnes qui, bien évidemment, auraient besoin de ces connaissances, de manière générale sur ce sujet en particulier. Et nous vous proposons également dans ce cadre un échange à la fin de la présentation entre les participants sur les enjeux associés à ce sujet. Au niveau de la première édition, nous avons choisi de communiquer un bilan sur la contamination chimique des sédiments qui s'appuie également sur la parution d'un fascicule qui est paru il y a 1 mois. Et donc, je vais laisser la parole à Cédric Fisson qui va vous faire cette présentation. Et puis, on se retrouve à la fin de la présentation pour un échange. Pendant la présentation, je vous remercie de bien vouloir garder vos micros fermés. Et puis, n'hésitez pas à utiliser le chat. Et puis, à la fin de la présentation, vous pourrez bien évidemment utiliser l'outil pour lever la main et on prendra les questions et les échanges à ce moment-là. Cédric, je te laisse prendre la suite. C'est parti. Merci Élise. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés pour cette nouvelle formule des webinaires de l'estuaire. Donc, on va parler là pendant une petite heure de la contamination chimique des sédiments. Si on vient de faire un peu un bilan de cette contamination à travers les données des réseaux de suivi et des données qui sont issues des projets de recherche qui ont pu être menés dans le cadre de Seine-Aval. Donc, je vais vous parcourir un petit peu tout ça et on pourra rentrer dans le détail si vous le souhaitez après ou échanger par la suite. Hop. Alors, pourquoi suivre la contamination chimique dans les sédiments? Alors, en fait, dans le milieu aquatique, on a des rejets de contaminants qui soient issus de sources industrielles, agricoles, urbaines, qui peuvent transiter dans les cours d'eau. Donc là, c'est les petits points rouges sur le schéma. Et selon leurs caractéristiques physico-chimiques, ils peuvent être soit dilués dans l'eau, soit être transportés par les matières en suspension et à un moment ou à un autre sédimentés au fond du cours d'eau. Et c'est ce niveau-là qui va plutôt nous intéresser. Une fois dans le sédiment, ces contaminants peuvent être soit dégradés, soit s'accumuler, ou soit rejoindre le réseau trophique via l'absorption, on va dire, de ces contaminants par les organismes benthiques et par les consommateurs qui sont plus haut dans la chaîne trophique. Donc, ce qui fait que l'écosystème, on va dire, ou les réseaux trophiques peuvent être exposés à la contamination chimique associée aux matières en suspension ou aux sédiments. Et ça peut également impacter des usages. On y reviendra par la suite. Alors, en estuaire de Seine, c'est un peu particulier, enfin du moins en estuaire, il y a certaines spécificités de ce territoire-là. C'est tout d'abord le réceptacle de tous les apports qu'on a sur le bassin versant, vu qu'on est à l'exutoire du bassin versant, donc toutes les pressions agricoles, industrielles, urbaines, accidentelles, à un moment ou à un autre, vont passer dans l'estuaire.
On a également un historique de contamination très forte, on y reviendra là aussi, dans les années 50 à 80, il y avait énormément de pression polluante, et on a encore cette image et cet historique qui est présent dans l'estuaire de Seine et qui pose question. Et la dynamique hydro-sédimentaire estuarienne va être favorable au stockage de sédiments, notamment avec les vasières latérales qu'on peut voir sur la photo par exemple, et des contaminants qui sont associés à ces matières en suspension. Donc un intérêt particulier de l'estuaire pour avoir cette image des pressions sur le bassin versant et du fait des spécificités de son fonctionnement hydrosédimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Comment suivre la contamination chimique dans les sédiments? On a la première matrice qui sont les sédiments superficiels, les sédiments qui sont déposés au fond de la Seine ou sur les banquettes latérales, comme on le voit là sur cette photo-là. Et on a globalement, c'est-à-dire 3 suivis qui sont opérés sur le territoire de l'estuaire de la Seine, donc du barrage de Pose jusqu'à l'approche baie de Seine. On a d'abord un suivi qui existe depuis les années 80, qui est un suivi sur les sédiments superficiels des banquettes latérales, là comme on voit sur la photo, qui était opéré par le SNS anciennement et qui est opéré aujourd'hui par l'agence de l'eau Seine-Normandie, avec un suivi annuel d'une vingtaine de stations de sédiments superficiels. On a aussi Ifremer qui opère le ROC sédiment depuis les années 2000 avec une campagne tous les 6 à 10 ans, essentiellement dans la baie, mais il y a aussi quelques points dans la Seine. Et on a également les données de suivi de l'activité de dragage d'Aropa Port, à la fois du port de Rouen et du port de Havre, avec des stations, elles, qui vont plutôt être en subtidal, donc vraiment au fond du cours d'eau, là, qui sont les points bleus plus foncés. Donc on a ce premier pool de données. On a également, il y a eu des suivis sur matière en suspension qui étaient opérés par le SNS, mais c'est un suivi qui a été arrêté. Et on a un projet scientifique aujourd'hui en cours, qui est le projet Taranis, qui a pour objet de suivre l'impact des crues et des orages sur la qualité de l'eau. Et on va notamment mobiliser des pièges à sédiments pour capter les matières en suspension et faire des analyses chimiques et écotoxiques sur ces échantillons-là pour voir comment évolue la qualité de l'eau. La qualité via les matières en suspension qui transitent dans la Seine sur différents points. Donc ça, c'est un projet qui est en cours, qui va plutôt viser à voir la contamination qui transite. Et troisième sous-matrice, j'allais dire, c'est les carottes sédimentaires. Elles, donc, qui vont être des analyses sur des carottes qui sont prises en profondeur. Donc, on peut le voir sur cette photo. Donc, on a un linéaire de sédiments et on peut regarder les contaminants qui sont associés à ces sédiments à différentes profondeurs et donc à différentes époques. Sur l'estuaire de Seine, il y a plusieurs carottes qui ont déjà été faites dans des contextes de recherche, par exemple la carotte rhapsodis dans la Barse des Docks, ou dans le contexte de gestion, comme ça a pu être fait sur la filante du Trait ou sur la Rille. Aujourd'hui, on a aussi un projet en cours qui zoome sur le secteur des îles, qui est le projet Destox, qui va particulièrement investiguer ce milieu-là pour voir les stocks de contaminants qu'on a dans ce secteur-là. On y reviendra là aussi tout à l'heure. Alors ça, c'est un peu notre base de données, tous ces suivis-là auxquels on a adjoint les données un peu plus, les campagnes plus ponctuelles de différents projets scientifiques antérieurs, ce qui a permis de faire un bilan de la contamination chimique qu'on pouvait retrouver aujourd'hui dans les sédiments de l'estuaire. La première chose qu'on a fait, on a regardé ce qu'on retrouvait. En gros, on a 450 substances qui sont ciblées, qui sont recherchées dans le suivi de l'agence de l'eau. Et on a regardé depuis une dizaine d'années quelles étaient les substances qui étaient détectées. On en détecte 250, donc ce qui est relativement important. Et là, donc sur ce schéma, c'est ces différentes substances-là. Et plus la police est grande, plus le taux de détection est important. Donc plus on les retrouve de manière fréquente. Ce qui est assez marquant, c'est qu'on retrouve beaucoup de polluants historiques, des métaux, des HAP, des PCB, dioxines, furanes. Ça va être ceux qu'on va détecter le plus dans cette matrice-là. On retrouve aussi des contaminants d'intérêt un peu plus émergents, comme certains pesticides, comme des médicaments ou des PFAS. Donc ça, pour vous montrer un petit peu l'étendue, un premier panorama. En termes de concentration, alors j'ai pas pris les 250 substances les unes après les autres, j'ai regroupé par famille pour vous montrer un petit peu l'amplitude des concentrations qu'on peut observer par famille. Donc on est en microgrammes par kilo de poids sec on voit surtout ce qui est marquant, c'est que selon les familles, on a des niveaux de concentration plus ou moins élevés, mais on a quand même une dispersion qui est assez importante. Là, j'ai même coupé le graphe sur le haut, donc il y a des points qui allaient encore plus haut. Donc ce qui montre
une homogénéité globalement dans les familles de contaminants, mais finalement avec des concentrations modérées quand on regarde par rapport à d'autres territoires. Mais ponctuellement, on a quand même pas mal de données ou de concentrations qui sortent de notre distribution habituelle, donc qui sont témoins un peu de ce qu'on appelle ces points chauds, donc des zones ou des moments où on a des concentrations qui sont plus fortes que d'habitude. Donc ça, c'est pour ce qui concerne les analyses qu'on va dire ciblées. Donc on cherche telle ou telle substance et on regarde si on la détecte et si on peut la quantifier, quelle concentration on peut retrouver. On a également utilisé des analyses non ciblées. En fait, là, c'est un autre système analytique où on ne va pas rechercher telle ou telle substance. On va regarder différents pics qui sont, qui représentent en fait là, c'est le temps de rétention dans une colonne de l'échantillon qu'on a mis, et chaque pic correspond à une substance qu'on n'a pas pré-identifiée. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des analyses non ciblées. Une fois qu'on a un pic, après, on peut aller rechercher quelle substance c'est, ou inversement, quand il y a une substance d'intérêt, regarder si elle est dans notre forêt de pic. Je mets juste ça pour illustrer ces nouvelles technologies, ces nouvelles techniques de suivi qui permettent de donner des empreintes des contaminations. Et ça, c'est quelque chose qu'on avait fait suite à l'incendie de Lubrizol dans les bassins portuaires de Rouen pour voir si dans le bassin où il y avait eu les rejets des eaux d'extinction, on avait une empreinte sensiblement différente ou pas des autres bassins portuaires. Et il s'avère qu'on n'avait pas quelque chose de fondamentalement différent. On avait quand même toujours cette forêt de pics, cette forêt de substances qu'on peut observer dans ce milieu-là. Alors, de nos sédiments, on a des contaminants chimiques. Je parle juste un petit mot aussi de polluants, on va dire de plastique, qu'on retrouve aussi dans les sédiments. Alors que ce soit des gros plastiques, donc ce qu'on appelle les macroplastiques, sont plutôt des macrodéchets, comme on le voit sur la photo au milieu de ma diapo, qui peuvent être retrouvés déposés au fond, comme on voit là à l'embouchure. C'était des traits de chalut qui ont été faits et qui ont permis de mesurer jusqu'à 10 kilos de plastique par kilomètre carré au maximum dans les zones les plus concentrées. C'est des choses aussi qui ont été faites dans les traits de chalut plus dans la Seine. Et là aussi, on retrouvait des plastiques déposés au fond, plutôt dans les zones de faible courant, au niveau des bassins portuaires notamment, là où on pouvait avoir une petite accumulation de ces macro-déchets. On a aussi cherché les microplastiques, donc là les plastiques de beaucoup plus petite taille, dans les sédiments, et on en a observé de quelques centaines à quelques milliers d'items. Donc quand on parle d'items, c'est soit des fragments, soit des sphérules, soit des fibres qu'on pourrait retrouver par kilo de sédiments. Donc une contamination en microplastique qu'on va qualifier de modérée à forte quand on compare à d'autres zones. Et juste un mot pour vous dire qu'on a un projet en cours qui est le projet Litterbank, qui lui va s'intéresser plutôt aux zones d'accumulation de macrodéchets qu'on retrouve beaucoup en bord de Seine, pour étudier leur dynamique, mais aussi pour voir s'ils peuvent être source de microplastiques à l'estuaire, si leur dégradation la dégradation favorisée de ces macroplastiques, du coup, va être une source secondaire, on va dire, de microplastiques vers le milieu. Donc, quand on regarde tout cet ensemble, on a finalement un cocktail de contaminants chimiques, plastiques, de contaminants chimiques aussi associés au plastique. Et une autre façon de regarder cette contamination, c'est de regarder directement la toxicité potentielle qu'elle peut avoir. Finalement, comme on a un peu de beaucoup de choses différentes, mais quand on mélange tout ça, pour le milieu, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que finalement, ça un mélange, un cocktail qui exerce une toxicité ou pas? Donc pour cela, on a fait des bioessais. Donc on a pris des sédiments du milieu et en laboratoire, on a exposé soit des organismes ou à des cellules. Enfin, il y a différents tests qui permettent d'accéder à une toxicité potentiel de ces sédiments-là. Et on a regardé le potentiel génotoxique. Donc ça veut dire, est-ce que ce mélange-là peut atteindre ou peut casser l'ADN ou avoir un impact sur l'ADN des organismes, la toxicité qu'il peut avoir sur les cellules, et est-ce ces échantillons-là, est-ce qu'ils sont porteurs d'une activité hormonale avec des questionnements de perturbations endocriniennes derrière. Donc, c'est des campagnes qui ont été faites entre l'amont de Rouen, donc de Pont-de-l'Arche jusqu'à Tancarville, qui ont été répétées plusieurs fois. Et finalement, quand on regarde le niveau d'écotoxicité, on varie entre des réponses positives,
plutôt modérée. Vous voyez, on est plutôt sur du bleu, donc pas de réponse, ou du jaune, réponse modérée, et quelques zones où on a une réponse positive un peu plus marquée, mais finalement très peu de réponses positives très élevées, comme on pouvait le voir de manière un peu plus historique. Donc finalement, ce cocktail de contaminants chimiques plastiques exerce une pression sur le milieu, exerce une toxicité ou une écotoxicité qu'on va qualifier de modérée. Donc ça, c'est pour l'état des lieux de la contamination chimique des sédiments. L'autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'elle évolue, cette contamination, dans le temps et dans l'espace. Alors, pour regarder cette évolution dans l'espace, on a repris des travaux qui ont été faits notamment sous la coordination du LENA, où ils ont pris des contaminants, des sédiments soit superficiels, il y a des particules en suspension aussi, quelques données de carottage et de sédiments dragués. Donc, ils ont fait un peu comme ce qu'on a fait, un mélange de toutes les données qu'on pouvait avoir. Et regardez leur niveau de contamination de 3, donc vraiment bien à l'amont de Paris, jusqu'à l'embouchure de la Seine. Donc là, je vous ai représenté les concentrations qui sont observées en PCB indicateurs. Donc les PCB, c'est on va dire un vieux contaminant, c'est un vieux problème dans l'estuaire, mais qui est encore présent, donc qui peut permettre de marquer un peu cette évolution spatiale. Ce qu'on voit, c'est que au fur et à mesure qu'on avance dans la Seine, on a quand même les concentrations qui ont tendance à augmenter, donc qui vont montrer le cumul des apports du bassin versant le long de la Seine, jusqu'à un pic qu'on observe globalement aux alentours de Rouen ou l'amont de Rouen, ce qu'on va qualifier du secteur des îles, un petit peu à l'amont de Rouen, entre Pose et Rouen, on y reviendra. Et après, on a une décroissance des concentrations à partir de Rouen jusqu'à l'embouchure. Donc là, ça va être une dilution de ces contaminants qui sont essentiellement liés à l'effet de la marée dans l'estuaire et ces concentrations qui vont diminuer. C'est un schéma classique qu'on observe pour les contaminants, qu'on observe aussi dans la contamination quand on regarde la matrice eau, vraiment quand on regarde dans l'eau. Donc ce schéma, c'est ce schéma classique pour la Seine, donc d'accumulation, de cumul jusqu'à l'amont de Rouen et après cette diminution. Si on zoome sur la partie estuaire, donc du barrage de Pose jusqu'à l'embouchure, là je vous ai représenté les concentrations dans les sédiments pour le cadmium, donc pour un métal, là aussi une histoire ancienne en Seine pour ce contaminant-là. Et on a comparé les données dans les sédiments des banquettes latérales, donc en marron là, donc les banquettes latérales, là c'est ce qu'on observe sur la photo, les zones qui sont découvertes à marée haute. Ce qui est prélevé dans le chenal de navigation, donc là c'est plutôt les sédiments dragués, donc là c'est les données d'Aropa, et les données en vert qui sont dans les souilles portuaires, là aussi c'est les données pour le dragage des accès pour la navigation. Et ce qui est assez marquant de voir, c'est que finalement c'est plus le secteur de prélèvement, donc que ce soit l'embouchure, l'estuaire moyen, donc globalement de Tancarville jusqu'à Rouen, la boucle de Rouen, ou l'amont, donc secteur des îles, c'est plutôt la zone de prélèvement qui va vraiment driver les concentrations mesurées, plus que le contexte finalement de dépôt, chenal, banquette ou souille portuaire. Et on voit là encore très bien ces pics qu'on va observer plutôt dans le secteur des îles, une boucle de Rouen, on a des concentrations encore assez fortes, et cette dilution qu'on observe quand on va vers l'embouchure. Alors, une fois qu'on arrive à l'embouchure, on s'approche du coup de la baie de Seine, et de regarder ce que ça donne une fois arrivé en baie de Seine, ces différents contaminants. Donc là, j'ai repris des choses qui ont été faites par l'Ifremer dans le cadre du ROC sédiment, avec un classement des contaminants organiques, où là, c'était un peu le rang de contamination, on va dire, quand on reprend les HAP, PCB, dioxine, etc. Donc, de voir les zones où on a les concentrations les plus fortes. Et ce qu'on voit, finalement, c'est que la Seine, les points Seine sont les plus fortement contaminés, sans surprise. On voit cette dilution, des concentrations encore ou des zones les plus contaminées qui sont à l'embouchure, et une dilution quand on va vers le nord et quand on va vers le sud, et surtout une empreinte qu'on a le long du pays de Caux, donc avec la contamination qui va sortir de l'estuaire de la Seine et qui va remonter vers le nord.
Et quand on compare, par exemple, avec le Cotentin, là, on a des concentrations qui sont beaucoup plus faibles. Alors, ce schéma, on le voit très bien là sur les contaminants organiques, on le voit sur d'autres contaminants aussi. C'est quelque chose qu'on voit aussi, il y a des suivis sur les moules sur le littoral où on voit un peu la même chose et on voit cette empreinte de la Seine. Alors, on va y revenir un peu après sur l'aspect temporel pour dire que sur les dernières campagnes, le poids quand même de l'estuaire de la Seine ou l'empreinte des apports qui viennent de la Seine sont quand même moins marqués que ce qu'on a pu voir par le passé. Alors justement, si on regarde cette évolution temporelle, deux éléments. Le premier au niveau français, donc là, les mêmes travaux que tout à l'heure, ce que je vous avais présenté pour les PCB, donc avec des suivis sur la Seine, mais aussi la Loire, la Garonne et le Rhône, avec les données plutôt anciennes. Donc là, on remonte jusqu'aux données de 1945, donc il y a toutes les années seconde moitié du 20e, et là, les données des 20 dernières années. Ce qu'on voit, c'est d'un point de vue spatial, il y a quand même des points assez marqués dans les différents cours d'eau. On a peut-être un peu plus de orange ou de rouge qu'ailleurs, hein, c'est cette contamination vraiment historique de la Seine. Et quand on regarde les données plus récentes, donc la carte de droite, on voit que ça s'est amélioré. On a gagné quand même quasiment, on va dire, une couleur, où on est descendu d'un niveau. On revoit encore là, cette accumulation le long de la Seine et cette dilution vers l'embouchure. Et on est sur des niveaux quand même encore assez importants au regard des autres grands fleuves français, mais quelque chose qui s'améliore dans le temps. Pour voir ça un petit peu de manière un peu plus visible, là on a retracé les données de contamination. Là encore, on est resté sur les PCB depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. Et si on regarde juste la courbe bleue, c'est celle qui va nous intéresser, il va représenter la contamination moyenne au cours du temps. Et on voit bien une contamination qui a très largement augmenté jusque dans les années 70, donc très forte entre les années 60 et 80. Donc là, c'était vraiment les décennies où on avait le niveau de concentration, le niveau de contamination le plus fort. Des concentrations qui ont chuté à partir de la fin des années 70, début des années 80, jusqu'aux années 2000. Et globalement, depuis une vingtaine d'années, on est sur des niveaux globalement stables. Si on zoome sur cette donnée des 20 dernières années, sur cette historique qui était déjà bien documentée, cette forte contamination historique, et si on regarde sur les 20 dernières années, voilà, c'était celle-ci que je voulais vous montrer. On a retracé les concentrations depuis 2000 par secteur de l'estuaire. Là, je vous ai mis l'exemple des HAP, donc dans l'estuaire amont, là sur le petit graphe rouge, aux zones plutôt en mer, sur les graphes plutôt sur la gauche. Et ce qu'on voit, donc si on regarde les niveaux de concentration, on voit notre dilution, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais surtout, on voit que finalement, depuis une vingtaine d'années, on a quelque chose de relativement stable, quels que soient les secteurs. Alors, des fois, ça a pondéré selon les substances et selon les secteurs, mais de manière assez large, on voit qu'on est sur quelque chose qui s'est stabilisé à des niveaux, comme je vous le disais, quand même, qui sont encore, on va dire, qualifiés de modérés, mais quand même pas négligeables non plus. Cette amélioration historique, là, qu'on représente sur cette carotte, donc ça, c'est une carotte qui a été faite dans la darse des docks, donc on voit la contamination de surface et en profondeur, donc là, on va de la surface jusqu'à 5 mètres de profondeur, et on voit bien, là, pour les PCB, HAP, cadmium, ces contaminants qui ont été émis dans les années 70 à 80 pour cet exemple-là, qui sont encore présents aujourd'hui en Seine. J'insiste un peu là-dessus. C'est vrai que quand on voit la contamination, les courbes de tout à l'heure, contamination historique, on disait bon, on avait des niveaux importants, ça a diminué, donc ça va mieux, ça va mieux, certes, mais c'est des contaminants qui, bien qu'ayant été émis il y a plusieurs dizaines d'années, sont encore présents dans les sédiments à des niveaux de profondeur variables, mais c'est pas qu'une histoire ancienne, c'est des choses qui sont encore aujourd'hui présentes. Et on y reviendra par la suite. Donc ça, je voulais présenter.
Donc, je vous ai parlé beaucoup de qu'est-ce qu'on a comme contaminants, comment ils évoluent dans le temps, dans l'espace. Et l'autre question, c'est finalement, est-ce que les niveaux qu'on observe, est-ce que c'est un problème? Alors, on avait déjà un petit peu évoqué ça tout à l'heure quand je vous ai présenté les bioessais qui ont été faits sur des sédiments et qui montraient cette écotoxicité modérée mais bien présente liée à ce cocktail de contaminants. On a regardé aussi dans le milieu de façon un peu plus, un peu moins potentielle ou un peu moins théorique, et plusieurs choses qui ont été observées. Alors d'une part, quand on compare les concentrations entre ce qu'on observe dans le sédiment et dans le vivant, on voit une accumulation des contaminants. Par exemple, pour les PCB, on en a 8 fois plus. Là, c'était sur du flé, donc du poisson plat qui avait été encagé en Seine pendant quelques semaines et qui concentrait les PCB présents dans le sédiment. Pareil pour les métaux. Donc, on a quelques données comme ça qui permettent de montrer un peu ce transfert trophique. Il y a des sols, des choses qui ont été faites sur la sole aussi. Et aujourd'hui, on s'interroge sur ce transfert encore plus haut dans la chaîne trophique, avec notamment des analyses qui vont être faites sur le phoque, qui est qui est de nouveau présent en estuaire de Seine depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, avec des effectifs assez importants de plusieurs dizaines d'individus, sur lesquels il y a des analyses chimiques qui vont être faites pour voir un peu la suite de cette accumulation possible le long de la chaîne trophique. Sur ces mêmes organismes, donc sur les poissons, sur le flait et la sole, on s'est surtout intéressé à ces deux-là dans le cadre de cette présentation, parce que c'est des poissons qui vivent sur le fond qui sont benthiques, donc qui vivent sur le fond et qui vont être forcément plus sensibles à la contamination des sédiments que des poissons pélagiques. Et quand on regarde différents biomarqueurs, donc là en fait c'est des analyses qui permettent de voir un peu leur état de santé, sur des différents types de marqueurs qui vont avoir trait à des effets potentiels sur l'ADN, sur le système nerveux, sur l'immunité. Donc là encore, je rentre pas dans le détail, mais ce qu'on voit, c'est que finalement une exposition de ces organismes dans la Seine, que ce soit au niveau de Rouen ou même à l'embouchure, impacte l'état de santé des organismes quand il y a une exposition chronique. Donc, ça veut dire que ces organismes, avec ce cocktail de contaminants qui est présent dans la Seine, vont utiliser une partie de leur énergie pour lutter un peu contre cette contamination qui impacte leur état de santé. Donc, on voit des conséquences sur l'état de santé des organismes. Autre conséquence pour ces organismes qui peuvent accumuler certains contaminants, par exemple les PCB. Alors je m'intéresse à cela parce qu'on a une norme sanitaire pour leur consommation et il s'avère que les concentrations en PCB dans les poissons, essentiellement surtout sur l'anguille et la brème, dépassent ces normes sanitaires, ce qui avait conduit il y a plusieurs années à l'interdiction de leur consommation quand ils étaient pêchés en estuaire de Seine. Et on voit bien là sur ce petit tableau que 100% de nos anguilles et quasiment 100% de nos brèmes dépassaient ces teneurs maximum admissibles pour la consommation. Alors là, j'ai commencé un petit peu à parler des impacts que ça peut avoir ou des enjeux que cette contamination ça peut faire porter sur là c'était sur la consommation par exemple. Une autre contrainte liée à cette contamination pour des usages qui va être liée à l'usage de la navigation où on a des dragages réguliers pour entretenir les profondeurs et sécuriser la navigation, donc des dragages qui se concentrent à l'embouchure de l'estuaire, mais aussi dans le port du Havre et tout au long de la Seine jusqu'à Rouen. Ça représente plusieurs millions de mètres cubes de sédiments par an. Et il y a un suivi de la qualité chimique de ces sédiments. C'est quelques données que je vous avais déjà montrées tout à l'heure. Et ce suivi, globalement, on peut le comparer à des valeurs de référence. C'est les seuils qui sont dit les seuils S1 pour toute la partie plutôt fluviale et les seuils N1, N2 pour la partie plus marine, qui réglementent la gestion des sédiments de dragage et qui sont des normes de gestion qui permettent de dire est-ce que ces sédiments, la qualité chimique de ces sédiments permet en toute sécurité de les déposer en mer, parce que c'est la destination que ces sédiments, la destination des sédiments dragués sont essentiellement clapés en mer à l'embouchure de la Seine. Et donc, on a un suivi d'un certain nombre de contaminants chimiques qu'on va comparer à ces seuils pour voir si oui ou non on peut draguer et clapper en toute sécurité. On observe des dépassements ponctuels,
relativement vraiment rare dans la partie Seine. Un petit peu plus présent dans le port du Havre, notamment dans le port ancien ou dans les canaux, avec des dépassements réguliers. Et quand ça dépasse, du coup, ça veut dire qu'il faut trouver une solution alternative à ce clapage-là. Donc cette solution, ça peut être soit on drague pas, donc ce qui est fait sur certaines zones quand il y a les dépassements, ou une autre initiative là qui avait été portée par le port de Rouen, qui avait utilisé des bactéries pour dégrader un peu la matière organique, un peu les HAP, les différentes substances qui pouvaient être consommées, entre guillemets, ou dont la dégradation était accélérée par les bactéries, pour passer en deçà de ces seuils de gestion. Donc là aussi, ça peut être une solution qui peut être intéressante dans le cas où on a une contamination qui est déjà en place, qui permet un peu de la contenir ou de la réduire. Autre contrainte pour les usages, je vous ai parlé tout à l'heure de stocks de contaminants qui sont présents en estuaire de Seine, dans des zones d'accumulation sédimentaire. Alors souvent dans des zones forcément où il y a des faibles courants, dans des bras morts, dans des annexes hydrauliques, dans les bassins portuaires, ou alors dans des zones qui ont été remblayées ou ont été comblées dans les années 50, 60, 70 avec des sédiments de la Seine et tous les contaminants associés, et aujourd'hui qui sont déconnectés du lit mineur. Donc là, comme on voit sur cette photo, une zone qui a été remblayée, on va dire, avec des sédiments de la Seine et les contaminants associés, et qui aujourd'hui est plus dans le lit mineur, enfin est atterri. Et la question qu'on se pose, c'est que ces sédiments, est-ce qu'ils sont encore présents ou pas? S'ils sont présents, qu'est-ce qu'on en fait si on se place dans un contexte de remobilisation potentielle sur un aménagement qui peut être soit une restauration écologique parce que c'est une zone qui nous intéresse d'un point de vue écologique pour recréer une vasière, pour recréer une frayère pour tel ou tel poisson, recréer des zones humides, ou un aménagement portuaire, industriel ou urbain qui nécessiterait de remobiliser ces sédiments-là. Est-ce que le stock qu'on remobilise est important ou pas par rapport notamment aux flux qui peuvent passer en Seine? Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours dans le cadre du projet des stocks que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Voilà, qui va s'intéresser vraiment à caractériser ces stocks de contaminants dans le secteur des îles. Pourquoi ce secteur-là? Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est les zones où on a les niveaux de contamination les plus importants, et c'est également une zone où il y a des enjeux de gestion écologique assez forts dans ce secteur-là, donc des questions qui se posent. Donc, pour résumer ce que je vous ai dit, la contamination chimique des sédiments de l'estuaire, on a une amélioration historique très nette, mais qui stagne depuis une vingtaine d'années. On a des points, ce qu'on appelle des points chauds, donc des zones qui sont ponctuellement avec des niveaux de contamination très forts, plutôt dans le secteur des îles à l'amont de Rouen. On observe des impacts sur l'état de santé des organismes, donc des impacts sur la vie aquatique que l'on observe, et des niveaux de contamination qui contraignent aujourd'hui et demain certains usages de l'estuaire et sa gestion. Il y a pas mal de connaissances qui ont été acquises. Il reste encore des choses à consolider ou à développer. Alors juste pour parler de quatre points. Il y a la première, pour bien comprendre, connaître et faire en connaissance de cause la bonne gestion, faut avoir un bon suivi. Donc la question se pose de comment est-ce qu'on intègre des nouvelles méthodes de suivi qui peuvent être développées par les scientifiques dans les réseaux de surveillance plus pérennes. Il y a un autre enjeu sur la hiérarchisation des sources, d'où viennent les contaminants, à quel moment est-ce qu'ils viennent, donc ce qu'on a évoqué aussi là, par exemple sur les crues et les orages qui nous posent question notamment, d'évaluer les stocks de contaminants présents dans le milieu et les conditions de leur remobilisation, ceux-ci restent stockés, c'est pas tant ça le problème que leur remobilisation, et l'impact sur la qualité de l'eau et sur le vivant de ces stocks comparé à ce qui passe de manière plus habituelle en Seine. Juste une petite page de promo entre guillemets sur ce qu'on a pour aller plus loin sur cette thématique-là. Donc, on a 3 projets en cours qui vont avoir une partie du projet qui traite de ces sujets-là. Donc, le projet des stocks sur l'estimation des stocks de contaminants dans le secteur des îles, porté par l'Université de Rouen. Le projet Taranis,
avec un volet sur la contamination et la toxicité des matières en suspension qui passe en période de crue et d'orage, qui est coordonné par l'Ifremer, et le projet Litterbank, qui va plutôt parler de microplastique et des sources de microplastique par les zones d'accumulation de macrodéchets. Donc là, des projets qui sont en cours, sur lesquels on pourra vous apporter des précisions si vous le souhaitez. Et pour retrouver un peu ce que je vous ai dit là de manière assez condensée, on a publié très récemment donc un fascicule sur ce sujet-là et sa petite synthèse de 4-5 pages qui résume les choses et les différents projets scientifiques sur lesquels je me suis appuyé. Là aussi, on a les rapports scientifiques ou les rapports techniques qui sont disponibles sur notre site web. Et enfin, les données, voilà, s'il y en a qui s'intéressent de traiter ou d'utiliser ces données-là, pour tout ce qui va concerner plutôt la baie de Seine, c'est des données qui sont bancarisées dans Quadrige, les suivis Ifremer, et les suivis plutôt Seine, qui sont bancarisés dans Naiade par l'Agence de l'eau. Et sur notre observatoire environnemental de l'estuaire de la Seine, on a aussi une page thématique sur la contamination chimique des sédiments que je vous invite à aller regarder. Donc voilà pour cette synthèse qui j'espère vous aura apporté des éléments de réponse sur les questions que vous posiez si vous avez assisté à ce webinaire et place aux questions dans le chat. Merci beaucoup. Merci à toi, Cédric. Donc pour l'instant, pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions. Alors, je m'en vois plusieurs. Donc, Richard Grège. Hop, je vous laisse normalement. Vous devez pouvoir prendre la parole. Oui, bonjour, merci de me donner la parole. Bravo pour votre exposé très dense et très, très intéressant. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu parler des contaminants radioactifs. Je suppose que c'est une autre procédure de recherche qui est hors sujet. Non, alors on a quelques éléments. Alors on n'a pas de suivi nous pérenne au niveau de l'estuaire de Seine des ciments radioactifs. C'est quelque chose qui est regardé dans les carottes sédimentaires. Alors d'une part pour les dater et aussi pour regarder certains radioéléments. Dans la carotte Rhapsodis par exemple, donc celle qui avait été faite dans la Dars des Docks, un petit peu à l'aval de Rouen. On avait notamment vu une vraie activité radioactive, un peu en profondeur, qu'on avait associée à plusieurs choses, notamment au rejet de phosphogypse, qui étaient des résidus de l'industrie de l'engrais, avec un espèce de plâtre qui était déversé en Seine, qui est beaucoup de métaux et un peu de radioactivité. On voyait cette bouffée un peu radioactive en profondeur. Et on avait aussi mis en évidence une pollution ancienne qui datait des années 60 à 70 de mémoire au plutonium, où il y avait eu un rejet qui venait de Fontenay-aux-Roses plus en amont. Donc qu'on avait identifié. Donc on a quelques éléments, mais pas de suivi pérenne ou de projet de recherche aujourd'hui directement lié à ça. Mais forcément, cette problématique fait partie aussi du cocktail un petit peu toxique ou de contaminants qu'on peut avoir présent en estuaire de Seine. On a Monsieur François Guillotte qui a une question, une remarque. Oui, bonjour à vous tous et merci une fois de plus pour cette présentation très claire. La question portait sur l'usage que peuvent faire les industriels actuels et l'aide que vous leur apportez dans les projections de crues de la Seine. Sachant que vous arrivez à modéliser quel serait l'impact des crues de la Seine suivant les différents scénarios, comment tiennent-ils compte de ça pour leurs futures implantations ou pour même gérer le risque immédiat? Alors là, on déborde un peu de la thématique et on pourra en discuter après. Je vais rester sur un focus sur la thématique contamination parce que cette problématique inondation et élévation du niveau marin de manière un peu plus large
pose question sur la remobilisation de stocks de contaminants, donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, soit de choses qui sont en bord de Seine ou des fois en arrière des berges. Et si on a un milieu avec un niveau marin plus élevé, plus d'inondations, plus de tempêtes, une énergie plus forte, il y a sûrement des zones qui aujourd'hui sont stables, qui seront érodées. Avec des sédiments, enfin, ou de la matière qui ira en Seine et les contaminants associés qui iront avec. Donc cette question inondation, changement climatique a aussi forcément voilà cette résonance sur cette thématique polluants chimiques, d'où ces questions d'identification de ces stocks de contaminants. Est-ce qu'ils sont stables, pas stables? Est-ce qu'il peut y avoir des remobilisations potentielles pour se dire est-ce que c'est ça la source ou un des leviers pour continuer la reconquête de la qualité des eaux. Pour l'aspect inondation, on pourra en parler par ailleurs. C'était pas l'objet du webinaire. On voulait rester centré sur cet aspect-là. Sur ce même sujet, Cédric, on a une question de Anne-Sophie Alonier dans le chat qui demande si on peut quantifier l'impact des crues sur la remise en suspension des micropolluants. On regarde. On avait les premiers éléments qu'on avait fait le suivi de la crue de juin 2016, où on avait vu des choses, notamment avec des hydrocarbures de manière un peu plus importante, certains médicaments aussi qui avaient démontré des débordements de stations d'épuration où il y avait eu des eaux non traitées ou traitées partiellement qui avaient été rejetées, qui étaient un peu des traceurs de ça. Mais de manière beaucoup plus concrète, là, c'est vraiment l'objet du questionnement du projet de Taranis qui est porté par l'IFREMIER avec Sebio et Toxem. L'idée, c'est de faire des prélèvements sur des échantillonneurs passifs, sur des matières en suspension, là, avec les échantillonneurs de matières en suspension, et avec des moules aussi qui sont plongés dans la Seine pendant ces épisodes de crue et d'orage, et de faire la même chose en période un peu plus normale, pour voir si on a un gap de qualité, de toxicité, d'apport en contaminants chimiques différents selon ces périodes-là. Donc on a bien la question, et on est en train d'y répondre. Donc oui, forcément, il y a des apports complémentaires. Donc c'est ce qu'on va essayer de quantifier dans ce projet-là. Alors, j'ai Cécile Luc-Ray, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais quelques questions par rapport au bioessai. Je voulais savoir si vous pouviez préciser peut-être les organismes utilisés et les sédiments que vous avez utilisés. Est-ce que vous les avez dopés? Est-ce que c'était des sédiments naturels? Enfin, voilà. Ou peut-être est-ce que vous avez une publication que je dois lire? Ouais, on va faire ça comme ça va être plus simple pour pas rentrer dans la technique. Oui. Alors ça avait été fait dans le cadre, ce que j'évoquais là, c'est Toxem au Havre, cette société qui avait fait ça sur des sédiments des banquettes, donc les mêmes que ce qu'on voit là prélevé sur la photo en haut à droite là sur la diapo qui est affichée. Et il y avait une dizaine de stations, ça a été fait mensuellement pendant 6 à 8 mois et ça avait été fait dans le contexte de l'incendie de Lubrizol pour voir si on avait une toxicité ou une écotoxicité qui augmentait suite à cet événement-là. Et du coup, on n'avait rien relié à l'épisode Lubrizol en tant que tel, mais ça avait permis de faire un bel état des lieux, des différents, enfin voilà, l'écotoxicité qu'on pouvait voir. Alors, il y avait différents tests qui avaient été faits. Il y avait du Comet, il y avait du YES, du YAS, il y en avait plusieurs. Mais je pourrais vous retransmettre le rapport associé. Et on a eu aussi historiquement quelques autres projets un peu plus anciens aussi qui avaient commencé à faire ces premiers états des lieux et qui montraient qu'on avait ce problème d'écotoxicité en Seine. Et si on le compare aux quelques données plus anciennes qu'on a, là, ça suit un peu l'évolution temporelle de la qualité de l'eau avec cette amélioration et un peu cette stagnation aujourd'hui à un niveau moyen, modéré, je sais pas comment je dois le qualifier, mais voilà, dans quelque chose où on a encore de la marge de progression, mais qui est plus aussi catastrophique que ça pouvait l'être il y a encore 30 ou 40 ans. Mais je vous envoie ça, pas de problème. On n'a pas d'autres questions dans le chat. Pas de main levée. Donc, on va peut-être
conclure. Il est 47, c'est pas mal. Ah. Donc une question chat de Monsieur Allard. À partir de quelle profondeur de sédiments peut-on considérer les contaminants comme des stocks non influencés par les échanges avec la lame d'eau via le compartiment biologique? Ça, c'est la question piège pour la fin du webinaire. Je sais pas trop, ça va dépendre de leur stabilité, ça va vraiment dépendre aussi du secteur de l'estuaire. Quand on voit notamment à l'embouchure les séquences de dépôt érosion qui sont vraiment sur des hauteurs très très importantes, à l'amont un petit peu moins selon la configuration des vasières, selon où elles sont. Donc j'ai pas forcément de réponse de réponse comme ça. Sur la profondeur en tant que telle, ça va plutôt être sur leur stabilité, j'aurais tendance à dire, d'où les questions qu'on se pose sur leur remobilisation potentielle, pour voir si elles peuvent retourner ou pas, enfin si ces sédiments et ces contaminants peuvent retourner en Seine. Alors, une dégradation particulière des plastiques dans les sédiments. On est en train de regarder. Donc là, ça c'est plutôt le projet Destox, pas Destox, pardon, Litterbank, où on avait déjà fait le constat de cette présence de microplastiques dans les sédiments de l'estuaire. La présence de nombreux sites d'accumulation de déchets, de macrodéchets en bord de Seine. Et là, l'idée, c'est d'explorer un peu le lien entre les deux. Est-ce qu'on a vraiment on a une dégradation des macroplastiques en microplastiques, mais la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement cette dégradation fait que ces zones d'accumulation, au-delà des sites de dépôt, de remise en suspension de macrodéchets et toutes les problématiques qui y sont liées, est-ce que c'est aussi des sources de microplastiques? Donc pour ça, on regarde les concentrations en microplastiques en différents points, à côté de différentes zones d'accumulation, pour essayer d'investiguer un petit peu plus en avant ça. Monsieur Sylvain Stabi, votre question? Bonjour, en fait c'est Benoît Xureb de CBioSci, puisqu'on est tous connectés ensemble ici. Je voulais juste vous demander, Cédric, tu m'entends bien? Oui, je t'entends. Je voulais juste, alors déjà félicitations pour cette très belle présentation. Je voulais juste te demander du coup si on avait une idée de l'effet des changements des sites de clapage en fait d'Aropa sur l'impact que ça pouvait avoir sur le périmètre d'exportation de la contamination sédimentaire. Je ne sais pas si je suis clair. Ouais, il y a peut-être quelqu'un du port qui pourra répondre de manière plus précise que moi, mais dans les études d'impact, quand le site, pour tout le monde, en fait, il y avait le site du Canic, qui était un site à l'embouchure de la Seine, qui est arrivé à saturation il y a quelques années, et qui a été remplacé par le site dit du Machu pour les sédiments clapés du port de Rouen. Il y a le site d'Octeville pour les sédiments dragués par le port du Havre. Et forcément, sur les autorisations sur ces sites-là, il y a des choses qui ont été faites sur des suivis plutôt de la dispersion, on va dire, sédimentaire, et forcément un peu des contaminants associés, pour voir si les sites vont plutôt garder tout ça sur place ou si c'est un peu diffusé. Donc forcément, il y a un peu de diffusion. Alors j'ai plus toutes les choses en tête exactes, donc pareil, je pourrais te renvoyer vers les docs qui vont bien, ou s'il y a quelqu'un du port pour répondre là. Oui, Cédric. Donc, effectivement, dans les études d'impact, on avait fait une modélisation très précise de la dispersion, et on se rend compte que qu'on soit sur le site, donc notre ancien site plus à l'embouchure, donc le site du Canic, ou le site du Machu un petit peu plus loin, au niveau hydrosédimentaire, c'est les mêmes sédiments qui reviennent, qui tournent en fait dans l'estuaire. Donc, ça n'a pas changé le fonctionnement hydrosédimentaire, le fait de changer de site d'immersion. Voilà. Et globalement, cette problématique dragage, clapage pour les sédiments d'entretien, donc ceux qui sont déposés au fond du chenal, on est plus sur une problématique de quantité finalement que de qualité chimique des sédiments. Quand on compare aux normes, globalement, c'est quelque chose on est en dessous de ces normes de gestion-là. On est sur des sédiments qui se déplacent déjà naturellement. Donc, on est plus sur des problématiques de volume que sur des problématiques de contamination en tant que telle. Voilà, pour les sédiments d'entretien. Après, pour les sédiments, quand c'est des aménagements, la question peut être différente, mais on est plus sur une problématique hydrosédimentaire qu'une problématique chimique.
Une question de Monsieur Christian Blancard. Quelles sont les perspectives d'amélioration des niveaux de contaminants? Quels sont les leviers et peut-on envisager de réduire encore les émissions? Alors, c'est toutes les questions qu'on se pose en fait. Où globalement, on a, si on revoit l'histoire, à partir de fin des années 70, là, il y avait des choses assez évidentes à faire et qui ont été faites, qui ont permis de largement améliorer la qualité de l'eau. J'élargis la qualité de l'eau de façon générale. Et depuis une vingtaine d'années, on voit qu'on stagne. Et vraiment, c'est vraiment la question que nous, on se pose avec les scientifiques, avec l'agence de l'eau aussi, parce que derrière, c'est quels moyens sont mis où, comment est-ce qu'on hiérarchise les sources entre finalement les apports, ce que j'allais dire en fonctionnement normal, donc des stations d'épuration, des zones industrielles, du ruissellement, du coup de l'activité du bassin versant qui est très importante par rapport au débit de la Seine. Il y a ça d'un côté, et de l'autre, on a ces stocks de contaminants, cet historique qu'on a à gérer, des choses qui sont déjà dans le milieu. Et qui forcément participent à ce bruit de fond, ce bruit de fond lié à la contamination. Et l'autre élément, c'est il y a sûrement certains moments, alors soit des accidents, soit des crues très érosives, certaines tempêtes, pourquoi pas, qui vont apporter aussi des contaminants. Et c'est vraiment les questions aujourd'hui qu'on se pose. Donc j'ai pas la réponse, mais c'est vraiment les questions qu'avec les consortiums scientifiques où on veut avancer sur ces réponses-là, parce que derrière ça veut dire c'est quoi les leviers, où est-ce qu'on met les moyens. Donc il y a encore des marges de manœuvre, ça c'est sûr. Mais vraiment la grosse question derrière ça, c'est est-ce qu'il faut mieux aller, je caricature un peu, mais est-ce qu'il vaut mieux aller dépolluer ou isoler les stocks de contaminants présents en bord de Seine ou sur les sites et sols pollués, ou est-ce qu'il faut donner un tour de vis de plus aux apports industriels, urbains ou diffus via le ruissellement, via l'agriculture aussi. On n'a pas parlé sur les pesticides notamment qu'on voit qui viennent de là aussi. C'est vraiment les questions qu'on se pose aujourd'hui, et pour guider ça, on essaye d'avoir des suivis à différents moments, et puis aussi de qualifier au mieux l'impact aussi que ça a sur le vivant notamment, parce que vous voyez bien, il y a beaucoup de contaminants. De faire une politique juste sur le suivi de quelques-uns parce qu'on sait les doser et on les connaît, c'est bien, mais il faut sûrement adjoindre à ça aussi l'impact de ce cocktail-là, et voir les progrès qu'on fait aussi à l'aune de l'amélioration ou de la baisse de la pression toxique qui peut être véhiculée par la Seine. Alors, j'ai vu la main de Paul Ferlin se lever, mais j'ai l'impression qu'elle s'est rabaissée. Dire deux mots. Ouais, vas-y, Paul. Oui. Bon, je voulais quand même rappeler que les niveaux N1, N2, S1, S2 sont des niveaux de clapage et de dragage. Ce ne sont pas des normes de qualité environnementale. Donc, ce sont des niveaux qui sont fixés par un arrêté qui concernent une quantité limitée de paramètres. Et aujourd'hui, il y a nécessité de réviser cette réglementation pour y introduire de nouveaux contaminants. Autre point aussi, c'est que il faut aussi que cet arrêté prenne en compte réellement la toxicité des matières organiques ou des composés organiques qui peuvent se retrouver dans les sédiments, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a un travail à réaliser là-dessus par le groupe Géode, de remettre sur l'ouvrage cet arrêté concernant les seuils, pour, disons, qu'il soit beaucoup plus adapté à la sensibilité et à l'accumulation dans les chaînes trophiques. On a eu le cas, par exemple, dans l'estuaire de la Seine, où les sédiments clapés étaient conformes aux normes, et pendant ce temps-là, les sardines étaient inconsommables ou les anguilles étaient inconsommables. Donc, il y a un problème de distorsion entre, disons, ce qui est observé dans les sédiments et l'effet sur le milieu naturel. Il faut absolument que l'on parle aussi de normes de qualité environnementale et pas uniquement de seuil Géode. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est absolument nécessaire aujourd'hui de développer de nouveaux outils pour suivre
la variabilité et intégrer, aussi la variabilité des divers contaminants qui se trouvent dans les eaux et qui se retrouvent soit dans la matière vivante, soit dans les sédiments. Il y a certaines techniques qui sont aujourd'hui développées sur les eaux souterraines, sur les eaux de source, comme les techniques qui sont employées aujourd'hui par la ville de Paris pour suivre la variabilité des contaminants pesticides, produits phytosanitaires sur les sources qui alimentent Paris. Donc, il faudrait absolument que l'on avance sur ces nouveaux outils, parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'on observe et la plupart des chiffres qui sont exploités par le GIPSA, ce sont des données qui proviennent des réseaux de suivi des directives européennes, la DCE ou la directive 4 sur la stratégie marine. Et ce sont, des mesures dont on connaît les limites. Elles ont des limites liées aux caractéristiques, de l'échantillonnage. Ils ont des limites aussi liées au fait que l'ensemble des composés organiques n'est pas forcément pris en compte. Et en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est avec la recherche et les travaux qui sont initiés par le GIPSA, c'est que au plus on cherche, au plus on trouve. C'est la règle aujourd'hui. Et donc, on n'a peut-être pas fini de découvrir de nouveaux contaminants dans l'estuaire de la Seine, même si, globalement, la situation s'est améliorée pour les contaminants que l'on connaissait déjà il y a 20, 30 ou 40 ans. Oui, je te rejoins complètement, Paul. Hein. Sur le premier point, c'est que sur les sédiments de dragage, c'est des normes de gestion. C'est bien pour ça que j'ai parlé. C'était pour illustrer l'impact que ça pouvait avoir la contamination sur les usages. Donc là, sur l'usage navigation. Donc on est bien dans un contexte de gestion et ce sont pas des normes environnementales. Ça, je te rejoins complètement. Ça, il y a pas de, voilà. On est d'accord. Et sur le deuxième point, non, c'est pour ça aussi qu'on pousse un peu les analyses, on va dire en écotox, donc de regarder finalement ce cocktail. Si on veut regarder tous les ingrédients, on s'en sortira jamais. Donc c'est important d'en suivre parce que ça quand même permet de tracer des évolutions, de retrouver des sources. Mais finalement, en Seine, on a un peu ou beaucoup énormément de choses et finalement c'est plus cet impact du cocktail qu'il faut considérer et c'est pour ça qu'on pousse aussi, voilà, pour faire évoluer les suivis, leur adjoindre des éléments, des indicateurs, des mesures qui permettent de voir l'impact réel de tout ce mélange-là. Donc moi je te rejoins complètement, hein, et en gardant quand même des mesures de contaminants pour voir les suivis, enfin les évolutions spatiales, temporelles qui permettent de comparer et de suivre les évolutions, mais faut réussir à combiner tout ça. Et on voit bien quand on regarde un peu toute l'histoire du suivi environnemental que ça évolue avec les techniques, ça évolue avec les questionnements. Et aujourd'hui, on a des techniques qui sont prêtes, qui fonctionnent pour aller suivre des bioessais, pour suivre des biomarqueurs, hein, sur des organismes et voir leur état de santé dans différents contextes, sur différents épisodes ou à différents endroits, et qui permet d'intégrer un peu tout ce mélange polluant et avec des choses qui restent comparables quand même, qui restent comparables à différents endroits ou à différents moments. Ouais. Alors, il est 14h, donc il va falloir qu'on conclue. Il y a encore 2 questions. Cédric, si tu peux y apporter une réponse brève. Donc, une question de Jean-Marie Barrois. Est-ce qu'une politique de gestion des sédiments contaminés de la Darzeloc a été mise en place depuis Rhapsodis ? Oui, ça n'a pas été dragué. Donc, du coup, ça n'a pas été remis en suspension. Voilà, ça a été un peu… À l'époque, il y avait des projets de remise en eau quelque part ou d'approfondir cette dark-light. Du coup, ça n'a pas été fait du fait de la contamination en place, et le choix avait été fait de laisser en place ces contaminants-là. Et une question de Cyriac Letulier. Existe-t-il des investigations cherchant une corrélation entre ces contaminants et des informations historiques de santé humaine ? Non, on avait essayé de pousser un peu ça à l'époque du plan PCB, là, il y a 10 ou 15 ans, mais d'un point de vue sanitaire, comme on n'avait pas de consommation
officiels ou autorisés des poissons, finalement, il n'y avait pas eu d'études sanitaires en tant que telles qui avaient faites, et l'échantillon était trop petit pour les épidémiologistes pour faire des études épidémiaux. Il y avait quand même quelques données dans le sang qui avaient été faites dans le cadre de ce plan-là et qui montraient que les gros consommateurs de poissons sur les zones où on avait des niveaux de contamination un peu plus fortes, du coup, étaient plus imprégnés forcément que les plus petits consommateurs de ces poissons-là. Mais on n'a pas d'analyse précise sur cette zone-là du fait de cette interdiction de consommation des poissons de l'estuaire de la Seine. Donc finalement, la question sanitaire au sens là encore réglementaire ne se posait pas en ces termes-là. Merci beaucoup, Cédric. Si vous avez après d'autres questions, ou si vous voulez poursuivre l'échange, n'hésitez pas à contacter Cédric, vous avez son adresse mail ici. Et puis effectivement, donc on va se permettre de vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour avoir vos retours, parce qu'on est très preneur de savoir si ce format et la présentation a répondu à vos attentes. Et on vous donne rendez-vous effectivement le 8 avril pour parler des enjeux de restauration des habitats d'Anguille. Donc cette fois-ci, ce sera Manel Muntoni qui présentera. Donc voilà, merci de faire passer l'information autour de vous au sein de vos structures. Et on va vous souhaiter un excellent après-midi au nom de toute l'équipe du GIP Seine-Aval. À bientôt, au revoir.